Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Nous recevons aujourd'hui Monira Amoun, animatrice de la campagne BDS France, sigle qui signifie boycott, désinvestissement, sanctions. Bonjour Monira Amoun. Bonjour. Alors, dans cette phase historique tragique que nous traversons depuis plus d'un mois, la situation ne fait que se dégrader pour les populations civiles de Gaza. Beaucoup de gens se demandent comment agir, comment apporter leur soutien aux Palestiniens assiégés et bombardés. Depuis sa création, BDS a investi ses efforts dans la pratique du boycott des produits israéliens comme moyen de pression financier pour endiguer la colonisation des territoires palestiniens. Alors tout d'abord, quelle est l'origine du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, et comment est-il né? Merci déjà pour l'invitation. BDS est toujours ravi de pouvoir avoir des canaux de communication pour expliquer la campagne. BDS a été créé par des organisations de la société civile palestinienne, 172 organisations. Donc ça en fait la coalition la plus large qui ait créé un mouvement dans les dernières années. Donc en 2005, ils ont créé la campagne BDS pour mettre fin à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid et pour obtenir le droit au retour des réfugiés palestiniens. Ces revendications, elles sont importantes et toute une stratégie est mise en œuvre pour que les personnes du monde entier, donc les populations civiles, puissent participer à cet effort en faveur de la justice pour les Palestiniens, notamment à travers des campagnes de boycott, donc un ciblage précis d'entreprises qui participent à la colonisation ou qui en profitent. Donc ça concerne toutes les entreprises israéliennes, mais aussi toutes les institutions israéliennes, les démarches sportives, culturelles. Le désinvestissement, donc là, c'est faire pression sur des entreprises pour qu'elles désinvestissent d'Israël, et les sanctions. Donc ça, c'est un volet politique où il faut interpeller nos députés, maires, hommes et femmes politiques d'État pour qu'ils prennent des sanctions à l'égard d'Israël. Il y a des sanctions qui sont prévues notamment par l'Union européenne dans des cas de violation grave des droits humains et qui ne sont pas appliquées par Israël. Donc le volet sanctions vise aussi à faire pression sur les institutions politiques pour imposer des sanctions à Israël. 18 ans après la création de BDS, quel bilan tirez-vous du boycott? Le boycott a-t-il fait ses preuves? Est-il efficace? Avez-vous des données chiffrées à nous livrer? D'accord. Alors on a des données qui sont pas forcément chiffrées, mais qui sont des campagnes qui ont été gagnées par la campagne BDS. Et aussi une autre donnée qui permet de voir que la campagne BDS elle progresse, c'est juste le nombre de pays dans le monde où il y a à présent des campagnes BDS. C'est-à-dire que la campagne BDS elle est partie de Palestine. Il y a eu la création, notamment en France en 2009, de la campagne BDS, et il y a eu dans toute l'Union européenne des comités BDS qui se sont créés pour relayer la campagne palestinienne. Mais il y a aussi des comités BDS en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, dans les pays arabes. Il y a vraiment des mouvements, des groupes qui relaient la campagne BDS qui sont partout. Notamment, il y a BDS Japon, BDS Malaisie, BDS Jordanie, BDS Mexico. Il y a vraiment des campagnes BDS dans le monde entier. Et ça, c'est aussi la preuve que c'est un mouvement qui a progressé énormément. Ensuite, en ce qui concerne les victoires, on a eu une grosse victoire il y a quelques années contre Orange. Donc l'entreprise Orange installait des antennes téléphoniques dans les colonies israéliennes. Et il y a eu une campagne qui a été énorme. Cette campagne, elle a été menée non seulement par des militants BDS comme nous, mais aussi par des syndicats à l'intérieur de l'entreprise Orange. Il y avait des salariés d'Orange qui étaient mobilisés pour que s'arrêtent les liens avec l'occupation israélienne. Cette campagne, elle s'est faite de façon internationale, c'est-à-dire que c'est pas juste en France que cette campagne a été menée et gagnée. C'est aussi en Égypte où Orange a une succursale qui s'appelle Mobinil et avait à l'époque 34 millions d'utilisateurs. Et du coup, c'est aussi avec l'appui de BDS Égypte que on a obtenu une déclaration du PDG d'Orange qui, pendant un déplacement en Égypte, a annoncé qu'il allait se désinvestir d'Israël.
Ça n'a pas tout de suite, ça a pas tout de suite été vu comme une victoire parce que tout de suite après, le PDG avait été convoqué par par le président de la République, donc qui était François Hollande, et il y avait eu rétropédalage dans la presse sur cette histoire de désinvestissement d'Israël. Finalement, après quelques temps, il a bien rompu les relations avec Israël, ce qui fait que ça nous montre qu'en fait, c'était plus possible pour la marque Orange de s'associer au crime israélien et à la colonisation israélienne. Donc c'est vraiment ce genre de victoire qu'on vise à obtenir à travers la campagne BDS. Et on voit aussi qu'il y a comment dire, une politique de l'État israélien ou de ses, comment dire, de ses relais en France ou en Europe qui veulent justement interdire ce boycott. Donc ça prouve que le boycott porte ses fruits. Oui, alors en fait, ça c'est aussi intéressant parce que en Israël, à la création de la campagne BDS et pendant quelques années, Israël a vraiment dédaigné le mouvement en faisant des déclarations dans le sens ils peuvent rien faire, c'est pas des campagnes de boycott qui vont nous atteindre, etc. Donc ça, ils ont fait ça à peu près de 2005 aux années 2010. Et ils ont commencé, après les années 2010, à créer vraiment une contre-offensive contre BDS. Notamment en 2015, il y a eu une conférence gouvernementale anti-BDS au plus haut sommet de l'État israélien avec le président Reuven Rivlin et la plupart des ministres de l'État d'Israël. Et ils ont mis en place un moyen de lutter contre BDS, donc notamment à travers des fonds importants mis dans la lutte contre le BDS et des liens faits avec des pays occidentaux comme la France et plein de pays de l'Union européenne pour essayer d'influer et de faire interdire le mouvement BDS. Il y a aussi un effort intense qui est mis dans la communication pour faire passer le mouvement BDS pour un mouvement qui serait antisémite, qui serait opposé à l'État d'Israël, pas parce qu'il viole les droits humains, a commis la Nakba contre les Palestiniens, continue à pratiquer l'apartheid contre les Palestiniens, à coloniser, occuper, empêcher de circuler les Palestiniens, mais parce que le mouvement serait sur des bases racistes. Ça, c'est faux. Dès le début, les Palestiniens, quand ils ont organisé cette campagne, ils l'ont fait reposer sur des principes antiracistes très clairs. Donc il n'y a pas de boycott des personnes parce qu'elles sont juives ni parce qu'elles sont israéliennes. Il n'y a qu'un boycott des entreprises et des institutions qui participent à l'occupation israélienne et qui profitent de l'oppression des Palestiniens. Très bien, on a clarifié les choses. Donc pour entrer vraiment dans le cœur du sujet, là on va parler de... Je vais vous demander un peu quelles sont les marques que vous ciblez principalement en tant que BDS. Oui, alors déjà, la campagne BDS a choisi d'avoir une campagne la plus stratégique possible. C'est-à-dire que pour avoir des victoires, il faut cibler peu d'entreprises et les cibler de manière très large avec beaucoup d'organisations. La campagne BDS, je ne l'ai pas dit, mais elle est composée aussi d'organisations, pas que d'individus. Et du coup, c'est aussi la volonté que plein d'organisations, plein d'individus prennent en charge le boycott d'une seule et même cible à la fois pour arriver à influer sur la participation de cette entreprise à l'occupation, à la colonisation, à l'apartheid. En ce moment, les cibles qui existent, notamment en France, donc en fait, il y a des cibles qui sont un peu différentes selon les pays, parce que tout simplement, parfois, il y a une entreprise qui participe à l'oppression des Palestiniens, mais qui n'existe pas dans un pays donné. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une entreprise, l'entreprise AXA, donc qui est une entreprise de banque assurance, qui participe à l'oppression des Palestiniens, qui participe à la colonisation en finançant des banques israéliennes qui participent à la colonisation. Du coup, cette entreprise AXA, elle est ciblée particulièrement en France parce que c'est une entreprise française. Donc, ce qu'on peut faire concrètement, c'est décider de couper ses contrats chez AXA
en précisant que si on coupe les contrats chez AXA, c'est parce qu'on n'accepte pas que AXA soutienne la colonisation israélienne en Palestine. On a aussi dans les campagnes la campagne Carrefour. Donc Carrefour, c'est une campagne qui a été lancée l'année dernière, puisque Carrefour a décidé de s'installer dans les colonies israéliennes et de signer un partenariat avec Electra Consumers, donc une entreprise israélienne, et s'est installé en Israël et dès le début dans les colonies. Et au moment de la sortie de la création des Carrefours en Israël, il y a eu une communication dans le Yediot Aharonot, un journal israélien, où Carrefour s'est permis d'utiliser la carte de la Palestine en entier, en mettant tous les points des carrefours qu'il allait avoir, en faisant plus du tout la distinction entre Israël et la Palestine, donc avec clairement un soutien à une colonisation entière de toute la Palestine historique. Donc cette campagne de boycott, elle existe depuis l'année dernière. Et là, pendant le début, les premiers jours d'offensive sur Gaza, Carrefour a mobilisé des personnes pour faire des colis Carrefour pour les offrir aux soldats israéliens, en mettant sur leur compte Instagram que c'était une façon de soutenir les soldats israéliens dans le combat, etc. Suite à ça, on a lancé une campagne notamment sur Twitter pour le boycott de Carrefour en expliquant comment ils avaient valorisé le génocide en cours à Gaza. Et ce qui est intéressant, c'est que Carrefour directement est allé modifier les publications sur Instagram où toutes les mentions à l'armée israélienne, au soutien au combat, etc. ont été supprimées. Donc c'est devenu le post qui valorisait le soutien à l'armée israélienne est devenu Carrefour a fait des colis pour des habitants. Donc il y a vraiment un truc qui n'est pas assumable dans ce qu'ils sont en train de faire et ils sont en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, il faut vraiment renforcer la campagne de boycott contre Carrefour parce que ils sont pas tout à fait capables d'assumer non plus la façon dont ils ont soutenu le génocide en cours. Donc la campagne de Carrefour, c'est vraiment une campagne très importante et s'il y a un effort particulier à mettre dans cette période, c'est l'effort contre Carrefour. Et par rapport à Carrefour, donc les autres alternatives françaises, est-ce qu'elles sont crédibles? Alors, on peut consommer partout dans les autres magasins. Évidemment, ce qui ressort beaucoup quand on discute avec les gens, c'est l'argument économique. Forcément, il y a une inflation, les gens ils ont du mal à boucler les fins de mois, donc forcément, les gens ont envie d'alternatives qui soient pas chères. Nous, on donne pas spécifiquement d'alternatives, mais il y a des alternatives un peu partout, voilà. Mais là, c'est surtout Carrefour donc pour ouais. la consommation, d'accord. Okay. On m'a posé récemment la question sur un éventuel boycott de Auchan, et donc il n'y a pas de boycott de Auchan, il n'y a pas de campagne contre Auchan. Par contre, dans les autres enseignes, c'est-à-dire Leclerc, Auchan, Lidl, tout ça, il peut y avoir des produits israéliens. Donc on invite les gens à être aussi très attentifs sur notamment les fruits, légumes, les agrumes, les patates douces, les dattes medjool. Pendant le Ramadan, il y a vraiment une offensive importante avec des dates medjool qui se retrouvent partout, avec parfois des faux étiquetages. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être vigilant et vigilante toute l'année. Là, vous m'avez cité donc AXA, Carrefour. Il y a quoi d'autre comme marque à cibler? Alors, il y a Puma. Puma est une cible importante. Puma sponsorise l'association israélienne de football qui affilie des clubs dans les colonies. La question du sport en Palestine, elle est hyper importante puisque on a vu dans les dernières années, pour les personnes qui suivent régulièrement ce qui se passe en Palestine, de nombreux cas de Palestiniens qui ont été ciblés par Israël, notamment empêchés de sortir de la Palestine pour participer à des compétitions de football, certains qui ont été amputés par des tirs de snipers, notamment pendant les grandes marches du retour en 2018-2019, où Israël a placé des snipers face à la bande de Gaza et donné l'ordre de tirer sur les Palestiniens. Donc il y a de nombreux amputés depuis ces manifestations qui étaient des manifestations pacifiques. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête que Puma, en fait Puma, à la fois il participe concrètement comme ça en sponsorisant l'association israélienne de football, et à la fois ils donnent leur marque à la représentation nationale d'un État.
C'est-à-dire que quand Israël va aller se produire à l'étranger, ben, la marque Puma, elle sera associée systématiquement à Israël. Et du coup, ça, c'est de leur responsabilité de prendre en compte le fait qu'il y ait des violations très graves des droits humains et que c'est pas une publicité qu'on devrait avoir envie d'associer à sa marque, quoi. Quand les citoyens veulent boycotter certaines marques, on leur rétorque que ça peut avoir un impact sur les Palestiniens qui vivent là-bas. En disant que certains travaillent et ça va les, comment dire, leur poser problème même pour leur moyen de survie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors ça, c'est une question aussi intéressante parce que les Palestiniens, ils ont lancé eux-mêmes la campagne BDS. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons décidé en France de lancer une campagne BDS, c'est les Palestiniens qui ont décidé. Donc les Palestiniens, quand ils ont décidé cette campagne, ils savent que forcément, il y a quelques personnes peut-être qui travaillent en Israël et que ça va impacter éventuellement. Il faut savoir que la situation des travailleurs palestiniens, puisque du coup les gens qui disent ça, ils s'inquiètent de la situation des travailleurs palestiniens. Et du coup, à ce moment-là, peut-être que c'est intéressant de parler de la situation des travailleurs palestiniens, qui notamment doivent cotiser pour le syndicat majoritaire israélien qui s'appelle la Histadrut, qui est un syndicat qui existe depuis avant même la création de l'État d'Israël et qui a toujours participé à la colonisation et à l'effort de colonisation, et qui s'est présenté d'ailleurs dès le début, la Histadrut, comme un instrument pour le travail juif. Et du coup, qui a directement opéré des discriminations entre les Palestiniens et les Israéliens dans les entreprises. Ces Palestiniens, donc ils ont l'obligation de donner une partie de leur cotisation syndicale à un syndicat qui ne les défendra pas, puisqu'ils ne défendent pas les Palestiniens. D'autre part, le traitement on l'a vu notamment pendant le Covid, le traitement des salariés palestiniens par Israël, il est catastrophique. C'est-à-dire, pendant le Covid, il y a de nombreux Palestiniens qui, quand ils portaient des signes de maladie, donc de la fièvre ou quoi, ils étaient carrément traînés jusqu'au checkpoint et abandonnés ici avec de la fièvre. Donc il y a vraiment pas de respect des travailleurs palestiniens par Israël. Donc c'est pas quelque chose qui va impacter particulièrement. Par exemple, là, on a vu, peut-être pour revenir à l'actualité immédiate, pendant l'offensive d'Israël sur Gaza à partir du 7 octobre, il y a des Palestiniens qui ont été bloqués en Israël puisqu'ils allaient travailler en Israël. Et du coup, ces Palestiniens qui ont été bloqués en Israël, ils ont été enfermés, ils ont été torturés et ils ont été ramenés par l'État d'Israël dans la bande de Gaza alors qu'il y a des bombardements. Et on a vu, je sais pas si tout le monde a vu, mais en tout cas, il y a eu des images de personnes qui ont été ramenées comme ça et qui avaient été torturées pendant des semaines et qui sont dans un état lamentable. Donc, il n'y a pas de traitement correct de la part d'Israël des Palestiniens. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant parce que c'est aussi un argument d'Israël pour essayer de continuer à vendre ses produits. C'est-à-dire que quand on a lancé une campagne de boycott contre SodaStream il y a quelques années, donc SodaStream, c'est une machine à gazéifier les boissons qui a été créée en Israël sur des terres colonisées. Il y a eu des grandes campagnes contre SodaStream, et quand il y a eu des grandes campagnes contre SodaStream, l'argument principal, c'était de dire oui, mais il y a des Palestiniens qui travaillent là-bas. Et du coup, ce qu'ils ont fait, SodaStream, c'est que sur les boîtes actuellement de machines SodaStream, il y a une inscription qui dit ce produit a été réalisé main dans la main par des Palestiniens et des Israéliens. Donc c'est vraiment une mise en symétrie de situation qui n'est pas symétrique. C'est pas parce que des salariés travaillent dans la même entreprise que ça fait de la colonisation israélienne de la Palestine quelque chose d'acceptable ou de symétrique. Les Palestiniens ont lancé cette campagne parce qu'ils sont prêts à payer le prix du boycott, et donc ne faisons pas semblant de ne pas vouloir boycotter pour nous intéresser aux droits des Palestiniens. Les Palestiniens, ce dont ils ont besoin, c'est la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, la fin de l'apartheid, l'égalité des droits et la liberté de circulation, le droit au retour des réfugiés, etc. On les a, les revendicatifs des Palestiniens, et dans les revendicatifs des Palestiniens, il n'y a pas de travail sous-payé dans des entreprises israéliennes qui profitent d'eux. Pour en revenir un peu aux marques, on entend souvent parler d'un boycott potentiel de la marque Coca-Cola.
Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ce qu'il en est, c'est que, alors c'est une question qui me fait toujours sourire. Je suis désolée, hein, c'est pas de la moquerie, mais on l'entend tout le temps. Franchement, ça fait 10 ans que je suis dans la campagne BDS, et donc ça fait 10 ans que j'entends ça. Il y a vraiment des millions de raisons de boycotter Coca-Cola. On peut boycotter Coca-Cola parce que c'est pas bon pour la santé. On peut boycotter Coca-Cola parce que quand on boit un verre, il y a 10 sucres dedans. On peut boycotter Coca-Cola parce qu'ils volent l'eau, ils puisent l'eau des nappes phréatiques en Inde, au Mexique, dans des endroits où finalement la population se retrouve à devoir boire du coca parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Donc il y a vraiment des tonnes de raisons de boycotter Coca-Cola, mais BDS n'appelle pas au boycott de Coca-Cola parce que c'est pas un des éléments principaux qui participent à l'oppression des Palestiniens. Ça veut pas dire ne boycottez pas Coca, ça veut juste dire ce n'est pas BDS qui appelle au boycott de Coca-Cola, mais franchement il y a tellement de raisons de boycotter Coca-Cola que Pour on n'a pas des besoin raisons de d'attendre de santé, BDS de santé. qu'il le fasse. Ouais. Buvez de l'eau, c'est mieux. Bah, pour des raisons sanitaires et écologiques, c'est évident que c'est pas un produit qu'on peut valoriser, quoi. Donc là, on a cité 3 marques, il me semble. AXA, Carrefour et Puma. Est-ce que vous en auriez 2 autres que vous boycottez principalement? Ouais, il y en a. Alors, il y a toutes les marques israéliennes, donc ça, je le répète pas. Il y a SodaStream, il y a Ahava et Moroccan Oil, des marques de cosmétiques. Moroccan Oil, comme il y a marocain, huile marocaine dans le nom, les gens imaginent que ça vient du Maroc, et en fait, pas du tout. C'est un produit israélien. Donc, Moroccan Oil, ça fait partie des campagnes à boycotter. Ahava aussi dans les produits de beauté. Mais vraiment, dans les campagnes prioritaires, il y a une campagne qui est une entreprise qui cible une entreprise américaine qui s'appelle HP, donc Hewlett Packard, euh, qui participe à l'oppression des Palestiniens de 3 manières. D'une part, parce qu'elle fabrique des puces qui sont installées dans les documents d'identité des Palestiniens et qui permettent de les pister, surveiller, etc. Cette entreprise, elle équipe les checkpoints en système de sécurité. Donc les checkpoints, ils sont exclusivement réservés aux Palestiniens. C'est ce qui les empêche de circuler et qui leur fait perdre un temps infini de leur journée, chaque jour de leur vie en Cisjordanie. Et le plus grave, je suis allée du moins grave vers le plus grave, même si tout est grave, HP équipe les systèmes de sécurité des prisons dans lesquelles sont enfermés les prisonniers et les prisonnières politiques palestiniennes. Du coup, il y a une participation claire et totale de HP dans l'oppression des Palestiniens. Donc, il y a un boycott de HP qui est important. Quand on parle du boycott, on a souvent l'impression que c'est une initiative individuelle. Et en fait, ça l'est en partie, mais pas vraiment. Ça l'est, mais c'est efficace que si ça s'est fait collectivement. C'est-à-dire que le boycott d'HP, bientôt, ça va être la période de Noël, et ils vont sortir des ordinateurs HP pas chers à la Fnac ou autre à 400 €. Et du coup, les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, ils vont être tentés d'acheter HP. Et du coup, bah, évidemment, nous, on va faire comme d'habitude une campagne pour dire attention, attention, HP participe à l'oppression des Palestiniens, il ne faut pas acheter HP. Mais en fait, ce qui serait le degré au-dessus de cette campagne qui vise les individus, ce serait des gens qui sont en charge de l'achat du matériel dans des associations, dans des journaux, dans des universités, dans des hôpitaux, dans des écoles, etc. Et qui, eux, décideraient de ne pas passer par HP parce que y a une violation des droits humains et que l'entreprise ou l'institution ne veut pas soutenir l'oppression des Palestiniens. Et du coup, ça c'est important parce qu'il y a plein de gens qui pensent individuels, mais qui sont aussi dans le conseil d'administration d'un centre social, dans une organisation, dans une association, etc. Et du coup, chacun peut influer pour que dans son entreprise, HP ne soit pas choisi comme fournisseur de matériel informatique. Très bien. Là, on a parlé des marques potentielles à boycotter, mais est-ce que le boycott est légal en France? Et est-ce que l'appel au boycott est légal en France? Des produits Alors, israéliens. des produits israéliens. Alors, c'est important de préciser d'ailleurs des produits israéliens, puisque à chaque fois que des militants ont été poursuivis pour l'appel au boycott, c'était précisé pour l'appel au boycott des produits israéliens. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres épisodes plus ou moins récents dans l'histoire
où l'appel au boycott des produits d'un pays n'a jamais constitué ni pour les institutions ni pour les gens une discrimination. C'est-à-dire que ça, c'est un discours qui a été créé exclusivement pour protéger l'État d'Israël. Donc il y a des militants, pour répondre à la question initiale, il y a des militants qui ont été condamnés. Donc il y a 2 circulaires qui existent en France. La circulaire Alliot-Marie de 2010 et la circulaire Mercier de 2012. Ces 2 circulaires, elles invitent les tribunaux, les procureurs, à poursuivre les militants pour appel au boycott d'Israël, en se fondant sur une loi de liberté de la presse de 1881 et en considérant qu'il y a discrimination. Donc il y a des militants qui ont été condamnés par la France en 2012 et l'affaire elle a duré jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs rebondissements. Donc ces militants ils ont été condamnés en première instance, puis ils ont été condamnés par la France en appel, puis ils ont été condamnés de nouveau. La condamnation a été confirmée en cassation. Suite à ça, ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc la CEDH. Et en juin 2020, la CEDH a condamné la France en considérant que l'appel au boycott des produits israéliens n'avait pas été fait sur des critères discriminatoires, mais participait à la liberté d'expression et de dénonciation de la politique d'un État. Donc c'est très important parce que du coup cet arrêt de la CEDH il a aussi arrêté les poursuites de militants pour l'appel au boycott, c'est-à-dire que depuis il n'y a pas eu de nouvelles poursuites de militants concernant l'appel au boycott. Et un nouveau rebondissement très très récent, c'était, je regarde, le 17 octobre. Donc le 17 octobre, il y a eu une décision de la Cour de cassation qui a confirmé l'arrêt de la CEDH et qui a relaxé les militants qui avaient été condamnés pour appel au boycott des produits israéliens. Donc le boycott d'Israël est légal s'il ne constitue pas une discrimination, c'est-à-dire que on boycotte pas les individus parce qu'ils sont juifs ni parce qu'ils sont israéliens, mais on boycotte des entreprises, des institutions qui participent à l'oppression des Palestiniens. Et ça, c'est important à avoir en tête cette distinction, c'est-à-dire que dans le cadre du boycott culturel, par exemple, on boycotte pas un individu parce qu'il est israélien. Si un individu, un artiste israélien vient faire un concert en France, on va pas le boycotter juste parce qu'il est israélien. Par contre, si l'événement est sponsorisé par l'ambassade d'Israël ou par le ministère de la Culture israélien, là, l'événement sera boycottable parce que c'est une institution israélienne qui utilise la culture pour redorer son image. Donc c'est vraiment une campagne qui est non discriminatoire. C'est une campagne que les Palestiniens ont pensée comme antiraciste. Donc actuellement, tout est légal dans vos démarches, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Pour revenir donc aux moyens de boycott, par exemple, vous parliez de personnalités ou de chanteurs ou d'acteurs, peu importe, qui soutiendraient par exemple la politique de l'État israélien actuel. Est-ce que vous appelez à le boycott d'achat de leurs films, leurs CD et ainsi de suite? Alors, il faut savoir que la campagne BDS, c'est une campagne stratégique, coordonnée, qui vient de Palestine, etc., mais qui ne peut pas empêcher d'autres personnes d'avoir des initiatives de boycott à côté. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu une campagne de boycott qui a été lancée contre Cyril Hanouna pour l'émission TPMP. Je vous avoue qu'à BDS France, on a d'autres activités que regarder TPMP, donc on n'avait même pas vraiment suivi cette histoire. Mais du coup, les gens ont décidé de boycotter TPMP, ils l'ont dit, il y a eu une chute d'audience, et c'est très bien. Ça ne concerne pas la campagne BDS, mais ça veut dire aussi que les gens qui regardent un programme ont quelque chose à dire sur ce programme. Et si les gens le faisaient pas qu'une fois de temps en temps pour TPMP, mais le faisaient tout le temps pour toutes les chaînes qui ramènent la propagande israélienne et tout, on serait peut-être un peu mieux informés en France, quoi. L'outil du boycott a été également employé dans d'autres causes historiques comme en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous faire un petit retour sur ce dispositif?
Alors oui, du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand les Palestiniens créent la campagne BDS, ils ont en tête les différentes expériences de boycott qui ont existé avant, et notamment ils ont en tête l'expérience de l'Afrique du Sud. Il y a eu énormément de liens entre les Palestiniens qui luttaient contre la colonisation et les militants de l'ANC en Afrique du Sud qui militaient contre l'apartheid. Et, euh, et c'est la situation d'apartheid des Palestiniens a été reconnue en premier lieu par les militants de l'ANC de l'Afrique du Sud qui avaient eux-mêmes subi une politique d'apartheid et qui reconnaissaient dans la situation des Palestiniens une situation d'apartheid. Donc il y a eu depuis toujours des liens très forts entre les Palestiniens et les militants d'Afrique du Sud, mais il y a eu aussi toujours des liens très forts entre l'État d'Israël et l'État ségrégationniste qui dirigeait l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc dans les deux sens, en fait, il y avait des alliés. L'État d'Israël était allié au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et les Palestiniens, quand ils ont lancé cette campagne, c'est aussi avec l'expérience de l'Afrique du Sud et des camarades de l'ANC qui ont pu montrer que leur campagne de boycott, elle a fini par être très 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 efficace, puisque y a une campagne qui est toujours chez les plus âgés avec lesquels on discute dans la campagne BDS. Ils se rappellent très bien d'une campagne de boycott des Oranges Outspan, donc les Oranges d'Afrique du Sud, et c'était vraiment répandu, le boycott de l'Afrique du Sud. Il y avait aussi un boycott culturel qui était intense, c'est-à-dire que les artistes n'acceptaient plus d'aller se produire en Afrique du Sud, que dans les compétitions sportives, l'Afrique du Sud n'avait plus sa place dans les compétitions sportives internationales, et du coup, cette ostracisation de l'état d'apartheid l'a obligé à abandonner cette politique d'apartheid. Évidemment, aujourd'hui, la situation en Afrique du Sud, elle n'est pas idéale. Il y a encore des inégalités importantes, etc. Parce que tout ne peut pas se réparer en un claquement de doigts. N'empêche que dans le droit, il n'y a plus d'apartheid. Voilà. Donc, ce qu'on vise à faire avec Israël, c'est la même chose que ce qui a été fait pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire tant que les droits des Palestiniens seront bafoués, il faudra ostraciser Israël et toutes les entreprises, les institutions qui participent à l'oppression des Palestiniens pour à la fin pouvoir mettre en place les conditions pour les Palestiniens de réaliser leur droit à l'autodétermination. J'ai une dernière question, parce que vous nous avez parlé des artistes et il y a aussi certains sportifs qui refusent d'entrer en compétition avec certains athlètes israéliens notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là? Alors, en fait, c'est toujours dans la campagne BDS, il y a une règle qui est importante, c'est que toutes nos actions, elles doivent permettre à dire concrètement la situation vécue par les Palestiniens. C'est-à-dire que là, dans ce que j'ai expliqué sur les campagnes BDS, ça dit clairement la situation des Palestiniens. C'est-à-dire que ça permet de parler de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, du fait que les sportifs sont ciblés par Israël de manière volontaire. Et en fait, c'est important que ça permette toujours de parler de la situation des Palestiniens. Et quand des sportifs parfois décident de boycotter un match et de ne pas affronter l'adversaire israélien, ils font parler des Palestiniens. Ils permettent de dire moi j'accepte pas ce qui se passe en Palestine et qui est pas normal, et ça permet de le dire, donc c'est bien. On pense quand même que on n'est pas forcément on n'encourage pas forcément les gens à se mettre en danger tout seuls personnellement avec leur carrière qui sera du coup remise en cause, hein. Il y a des gens qui ont pris des très lourdes sanctions pour avoir refusé d'affronter un Israélien, etc. Et ils avaient des raisons de le faire parce que derrière il y avait la fédération
la fédération sportive, il y a des négociations qui sont faites. Je veux dire, au niveau du sport, c'est vraiment très intense la façon dont Israël profite du sport pour redorer son image. C'est-à-dire la création, par exemple, d'une équipe de cyclisme pour le Tour de France, c'en est un exemple parfait. C'est-à-dire que Sylvain Adams, c'est un homme d'affaires israélo-canadien qui est très riche et qui décide, il y a 4 ans, de créer une équipe cycliste pour participer au Tour de France. Il appelle son équipe Israël Startup Nation. Au début, elle a changé plusieurs fois de nom, mais il l'appelle avec le nom Israël dedans. Et quand il est interrogé par France Télévisions, qui lui demande « Mais qu'est-ce que c'est votre marque ?» Puisque toutes les équipes, elles ont une marque. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ma marque, c'est Israël. Oui, je fais de la diplomatie, je viens là pour promouvoir Israël. » Et il le dit clairement. Donc c'est un passage qu'on a réutilisé, nous, pour montrer toute une stratégie israélienne qui existe depuis 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, Israël a créé un programme qui s'appelle Brand Israël. Et dans ce programme, beaucoup d'argent est investi pour redorer l'image d'Israël à travers la culture, le sport, les échanges universitaires. Et du coup, ça fait partie des opérations qui sont créées pour donner une bonne image à Israël, clairement. Du coup, ces opérations dans le sport, elles existent aussi notamment à travers le Trophée des champions. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation entre Sylvain Adams et la FIFA pour que le Trophée des champions, qui est une compétition française, ait lieu en Israël. Donc, dans un moment où on parle d'écologie, de crise climatique, etc., 2 équipes entières de football sont allées en Israël disputer un match qui était un match entre 2 équipes françaises. Du coup, nous, vraiment, on appelle à la vigilance par rapport à toutes ces initiatives sportives qui sont prises uniquement dans le but de redorer l'État d'Israël. Et voilà, et ça fait partie des campagnes de boycott. Donc, ce qu'on encourage plutôt les sportifs à faire, c'est de plutôt mener des campagnes collectives et de pas s'exposer forcément individuellement tout seul, mais essayer de discuter avec les fédérations sportives, avec les sponsors. Voilà, il y a des choses à faire, notamment en direction de Puma, par exemple. Puma sponsorise pas mal d'équipes africaines. Il y a du travail à mener dans ce sens-là, et voilà. Donc on appelle à faire au maximum des choses collectives, quoi. Très bien. Merci Monir Hamoun. C'est la fin de cet Merci. entretien. Je rappelle à nos auditeurs de s'abonner et de partager cette émission. Et puis à très bientôt sur Mizan TV. Merci beaucoup.